je suis convaincu que l'innovation sans IA dans notre siècle sera inutile et vaine. Je dis IA à volonté parce que je n'utilise pas simplement le mot intelligence artificielle, j'utilise le mot intelligence artificielle combiné avec l'intelligence humaine et donc faire de l'intelligence augmentée. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Cet épisode a été enregistré le 3 juillet 2024, entre les deux tours des élections législatives. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Bruno Bonnel au secrétariat général à l'investissement. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs et nous expliquer ce que vous faites ? Écoutez, je m'appelle Bruno Bonnel, je suis d'abord, il y a longtemps, un chef d'entreprise pendant près de 40 ans. Et puis, il y a récemment, j'ai rejoint le secrétariat général pour l'investissement, après un passage par l'Assemblée nationale, qui vise à utiliser un budget donné par la nation, 54 milliards d'euros, pour l'innovation en France. Et dans ce grand sujet de l'innovation, il y a plus spécifiquement la souveraineté numérique. Et donc, je gère, en tout cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les budgets de l'État qui vont vers l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique. D'accord. Alors, ces 54 milliards intéressent évidemment beaucoup nos auditeurs, surtout ceux qui font de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les axes, en fait, qui ont été privilégiés, je dirais, par rapport à ces investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle et peut-être aussi au profit des entreprises qui s'y intéressent? Alors, vous savez, je pense que l'intelligence artificielle est arrivée dans l'atmosphère du grand public il y a peu de temps, avec ChatGPT. Voilà. Donc, quand le projet France 2030 est né, c'est-à-dire en 2021, on parlait pas beaucoup d'intelligence artificielle. Bien sûr, les spécialistes savaient bien. Même moi, dans d'autres époques, je travaillais sur les systèmes experts. Mais on n'était pas conscient de la révolution que ça allait être. Et là, comme une espèce de fusée qui va à 1000 à l'heure, on s'est aperçu que l'intelligence artificielle allait être un bouleversement total. On a cru que le numérique était une espèce de phase ultime de la transformation de l'entreprise. Et en fait, l'IA est en train de mettre le numérique complètement comme une banalité par rapport aux révolutions que ça a représenté. Donc, on a réorganisé France 2030, toute la structure de France 2030, autour de l'IA. Et d'ailleurs, je suis convaincu que l'innovation sans IA, voire la création d'entreprises sans IA dans notre siècle sera inutile et vaine, puisque il y a des utilisations de cette intelligence IA. Je dis IA à volonté parce que je n'utilise pas simplement le mot intelligence artificielle, j'utilise le mot intelligence artificielle combiné avec l'intelligence humaine et donc pour faire de l'intelligence augmentée, c'est ça que j'aime bien dire. Alors, à date, on a engagé 32 milliards sur le plan France 2030. Il y a 2 milliards sur ces 32 milliards qui ont été engagés derrière l'IA. Non seulement dans des produits spécifiques IA, mais également dans chacun des secteurs que nous touchons. La décarbonation de l'industrie, la recherche de nouveaux médicaments, les réflexions sur les petits nucléaires, les réflexions sur les optimisations d'énergie. Donc, partout où nous intervenons en innovation aujourd'hui, nous regardons qu'est-ce qui se passe au niveau de l'IA. Et d'ailleurs, les dossiers privilégiés sont les dossiers qui sont les plus lourds en IA. D'accord. Merci pour cette réponse complète. Il y a notamment nos auditeurs ont déjà entendu parler du plan IA Booster France 2030. Donc, on avait reçu Vincent Crickbeck à ce sujet-là. Donc, je comprends que ce sont des financements qui ont été octroyés par le plan d'investissement d'avenir. Absolument. Donc, alors, il y a effectivement ce que je disais, les verticales IA. Donc là, il y a le IA Booster, il y a l'IA, des travaux sur les communs numériques pour l'IA. Il y a évidemment, on ne peut pas négliger dans l'IA le calcul. Donc, il y a toute la réflexion qu'on fait sur les ordinateurs quantiques également. Donc ça, ce sont des budgets dédiés, j'allais dire, techos. Technique. Mais à côté de ça, dans chacun des dossiers qu'on traite, je ferai exprès de vous parler d'agriculture. Par exemple, pour la recherche et la réflexion sur la nouvelle agriculture, eh bien, nous voulons regarder au niveau des données, par exemple, sur les nouvelles semences, est-ce que l'IA peut apporter quelque chose dans la recherche à la résistance au stress hydrique, dans l'alternative aux phytosanitaires. Vous voyez, je choisis volontairement un domaine qui est éloigné a priori du calcul mathématique des data centers et compagnie, pour vous montrer que je pense qu'il est important qu'on inclut de l'IA dans tout. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise qui nous écoutent ne peuvent plus construire une stratégie, ne peuvent plus présenter une stratégie à leur conseil d'administration sans avoir un volet IA. Et les administrateurs vont devoir l'exiger parce que ça va être un facteur d'accélération, de différenciation
de la stratégie des entreprises. Et les nouveaux intervenants dans leur propre métier, et là je parle vraiment aux chefs d'entreprise, utiliseront l'IA, comme dans d'autres temps on a utilisé l'Internet, pour prendre des parts de marché si elles s'y mettent pas. Alors, le domaine de l'IA, effectivement, vous venez de le mentionner, c'est extrêmement vaste, à la fois par ses applications et par les technologies et par les différentes façons de l'utiliser. Quels sont, dans votre regard, les axes privilégiés sur lesquels la France a une carte à jouer au niveau à la fois national, mais aussi dans la course mondiale ? Alors, quand on dit la France, c'est un sujet très vaste, mais on va commencer par le plus fondamental pour aller vers le plus appliqué. Dans la recherche et dans les écoles de mathématiques françaises, nous avons des performeurs reconnus mondialement. C'est d'ailleurs pas par hasard que les Meta, que les Amazon, que les Google viennent à Paris installer des centres d'IA. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont capter la crème de la crème des chercheurs et des penseurs de la mathématique de demain. Donc là-dessus, je pense qu'on a une vraie carte à jouer et il faut nourrir, et c'est ce que nous faisons en France 2030, il faut nourrir cette population et lui donner les plus grandes chances de s'exprimer. Après, quand on descend dans la chaîne de valeur, effectivement, il y a des paris qui sont plus difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Le pari du cloud est important. Nous soutenons une stratégie cloud. Bon, avec les moyens français, qui ne sont pas des moyens continentaux, il serait bon que l'Europe se réveille et se mette à mettre les mêmes nombres d'euros que les Américains mettent en dollars ou que les Asiatiques mettent dans leur monnaie respective pour mettre véritablement le paquet sur le cloud qui est un élément déterminant. Je peux témoigner que c'est une attente réelle et très forte des entreprises avec lesquelles on travaille à la Cité de l'IA. Bien sûr, et je crois que c'est très important. Mais aujourd'hui, on le fait avec les moyens français. Alors bien sûr, tout le monde nous regarde en disant « Ah, c'est sympa ». Moi, je dis « Attention, il faut aussi montrer qu'on est présent sur ce domaine, même si on est d'accord que ça sera un sujet continental à faire avec des partenaires ». Ensuite, si on descend encore un petit peu plus dans la chaîne, il y a le problème effectivement des calculateurs et donc tout ce qui est l'exascale. Je viens de parler du quantique également, c'est-à-dire une réflexion. Là-dessus, on a quand même des performeurs, malheureusement en difficulté économique, structurelle, mais qui sont quand même parmi les rares à fabriquer des HPC. Je pense notamment à Atos, qu'il faudrait absolument soutenir plus. On en est conscient. Les imbroglios juridico-financiers font que ça traîne, mais je ne doute pas qu'on va quand même protéger à un moment donné ce joyau français qui est un des 4 mondiaux qui sait faire des HPC, des ordinateurs à très haute performance. Et là-dessus, si vous rajoutez que au lieu de passer en GPU, vous passez cette fois-ci en QPU, c'est-à-dire si vous rajoutez le quantique dans ces domaines-là, quand vous vous donnez de la puissance quantique. Et là, on a quand même des stars, Pascal, Candela, Alice et Bob et compagnie. Si on arrive à faire le lien entre ce monde du quantique et ce monde de l'HPC, on va vraiment commencer à devenir très sérieux. Donc, faut pas négliger ça. Après, la France est connue et c'est pour ses logiciels et ses applications. Donc là, il faut qu'on redescende encore en un cran et faut qu'on arrête d'être obsédé par le LLM. Je pense que c'est très important qu'on fasse 2 choses sur le LLM. C'est important qu'on fasse de l'éducation de ces langages par de la culture française, des textes en français, des images françaises. Comme le cinéma français, finalement, il y a une exception culturelle ou une nécessité culturelle à défendre. Alors, non seulement pour ça, mais aussi parce qu'il y a 250 millions de personnes qui sont francophones dans le monde et qui, vous savez, moi, je crois que l'IA va être un générateur lui-même de culture. Peut-être pas aujourd'hui, elle est un peu répétitive, c'est d'ailleurs ce que reprochent beaucoup de gens à l'IA, mais demain elle va être, avec les progrès notamment de l'aléatoire et puis d'autres progrès du travail parallèle, elle va devenir générative vraiment, c'est-à-dire qu'on va pas simplement se dire tiens, on va faire à la manière de Rimbaud, on aura probablement des poètes d'IA qui seront surprenants dans la qualification, mais ça ne marchera que si 90%, comme aujourd'hui, si 90% des langages sont entraînés sur de l'anglais ou du chinois, on parlera tous anglais ou chinois, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut absolument qu'on préserve ça. Et pas qu'en défensif. Parce que les nuances de la langue française apportent une créativité différente. Moi, je parle aussi bien anglais que français. Je peux vous dire que la grande différence que je vois et je ne fais aucune jugement de valeur, mais ce sont des gammes, notamment, je réutilise le mot poétique parce que c'est là qu'on va à la racine de la langue. Ce sont des gammes de nuances qui n'ont rien à voir, beaucoup plus efficaces en anglais. Peut-être apparemment moins efficace en français, mais plus créative. Et si je parle maintenant des langues asiatiques, notamment le japonais, alors là encore plus complexe parce que on rajoute des couches de syntaxe, de sémantique qui n'ont pas les mêmes. Donc il est essentiel
que on protège ça. Alors nous travaillons très concrètement avec la Bibliothèque nationale de France, avec les agences de presse, pour leur dire les textes que vous générez, qui sont autant de finalement de partitions de mots, parce que c'est comme ça que lit l'IA. L'IA lit le texte comme une partition de mots. Eh bien, doivent être effectivement écrits doivent nourrir des langages français. Mais au-delà des langages, et ça sera mon mot sur le logiciel, toutes les applications qui en découlent. Là, on a un art français du logiciel. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on se concentre. Alors, on arrive là dans une vraie problématique, c'est-à-dire comment on arrive à traduire cette espèce de promesse presque magique de l'IA pour les entrepreneurs dans leur fonction quotidienne. Ça, c'est un vrai problème. Alors, notre conviction à la Cité de l'IA, c'est que l'avenir, il est dans les solutions verticalisées, c'est-à-dire spécialisées sur des usages qui sont génériques dans les entreprises, en comptabilité, en gestion des ressources humaines, en supply chain, en optimisation financière, etc. Et que c'est là qu'il y a de la valeur à créer, où il y a relativement peu de concurrence aujourd'hui de la part des grands acteurs américains ou chinois. Alors d'abord, il faut pas les négliger, parce qu'au contraire, eux, ils adorent la standardisation. Donc si vous voulez, moi, je suis d'une époque bien révolue où est arrivé sur la planète Terre VisiCalc, et de là est né, c'est l'ancêtre d'Excel, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, et c'est vrai que de là est né une manière de faire la comptabilité et la gestion qui a été normalisée à travers justement Excel et compagnie. Je pense que les Américains vont n'avoir de cesse que de nous proposer des solutions IA sur étagère. Vous voyez, c'est facile, c'est pas très cher. Vous prenez ça, un peu comme Windows Office IA, si vous voulez. Alors ils le font déjà marginalement en intégrant un certain nombre de langages génératifs dedans. Là, je pense que il va falloir aller plus loin. Il va falloir vraiment arriver à comprendre que l'IA, ce n'est pas simplement un optimisateur de notre travail quotidien. C'est pas un remplacement de fonctions qu'on a dans l'entreprise par une autre, parce que on y serait tenté, que ça soit la standardiste ou que ça soit le comptable, mais ça va véritablement être un outil d'innovation pour générer et créer des nouvelles activités. Si je voulais vous en faire un parallèle, je vous dirais que quand les ordinateurs sont arrivés dans les entreprises au départ, on s'en est servi comme des machines à écrire. Puis on s'est dit, tiens, il y a un VisiCalc, qu'on va s'en servir finalement pour remplacer le livre de compte. Et puis on a dit, attends, il y a peut-être un truc sympa, on peut peut-être arriver à faire des textes avec des grosses lettres et les imprimer. Puis il y a un type un jour qui arrive avec PowerPoint. Vous ne faites pas PowerPoint si vous n'avez pas un ordinateur. Vous pouvez faire effectivement des slides en plastique comme on le faisait à l'époque pour vous de l'université, pour moi un peu plus tard. J'ai soutenu ma thèse sur des slides en plastique. Voilà, mais la notion de PowerPoint avec de l'animation vidéo, avec des transitions, a fait qu'on a l'ordinateur. C'est trop utile. Et puis alors, si je rajoute le truc plus ultime, c'est que si l'ordinateur n'est pas là avec l'internet derrière, vous faites plus d'activité, et il y a des boîtes qui ont réinventé complètement leur business model avec ça. Donc, bien, c'est pareil. Il y a des réinventions de business model qui ne sont pas visibles aujourd'hui par l'IA. Très bien. Merci pour tous ces éléments. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour. Alors voilà ma question. Qu'est-ce qui est mis en place par les politiques publiques pour que l'adoption d'innovations françaises soit favorisée dans les grandes entreprises ? Alors, vous savez, quand vous lancez une politique publique pour réussir une telle transformation, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape d'abord d'arriver à faire atterrir dans la tête à la fois des grandes entreprises, mais également des ETI, l'idée que l'IA, c'est pas simplement une opportunité marketing pour avoir des bases de données qu'on va pouvoir mieux gérer. Donc là, il y a un travail, à mon avis, de sensibilité, et là, on organise un certain nombre de choses, et on est dans le cadre de la commission IA qui a eu lieu. Il y a des projets de café IA, de rencontre IA, et d'ailleurs, on va lancer un appel à projet dans ce cadre-là pour encourager tout ce qui peut être, je vais le dire grossièrement, l'attractivité de l'IA, pour que les gens qui disent j'y comprends rien, j'y connais rien, tiens, pourquoi pas. Après, il y a l'étage suivant, c'est déjà de structurer les offres. Parce qu'avant de dire il faut encourager des offres françaises, il faut qu'il y en ait. Donc structurer les offres, on le fait à travers, nous en tout cas France 2030, à travers des appels à projets. On en a un qui s'appelle accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'économie, c'est-à-dire en fait c'est clairement de dire à des gens, est-ce que vous avez des projets, des applications qu'on peut mettre en avant et faire en quelque sorte un peu
soit le proto, soit créer une dynamique autour de notre appli. Alors, je dis bien le proto parce que la condition fondamentale, c'est de voir si c'est scalable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire si est-ce que ça peut passer à l'échelle. Oui. Parce qu'une application spécifique sera intéressante, probablement passionnante, mais ne sera pas intéressante pour l'État. Et puis l'autre, toujours dans cette version, il faut faire un peu le matchmaking entre ce qu'on appelle les clouders, c'est-à-dire les gens qui fournissent un certain nombre d'applications, et les gens qui travaillent d'applications, je veux dire cloud, et les gens qui travaillent sur l'IA. Donc là aussi, on a un projet pour arriver à mettre un peu sur les guillemets étagère ce type d'application à dispo. Ça suffira pas. Ça suffira pas parce que on sait bien la puissance de feu des GAFAM notamment, qui vont faire un petit peu la technique des sioux, c'est-à-dire qu'ils vont encercler la caravane. Alors ils l'ont déjà encerclé avec les Windows, ils l'ont encerclé avec les moteurs de recherche. Ils sont en train de l'encercler avec, j'allais dire, les applications d'IA générative de base. Alors ils ont tous leur nom, leur petit nom, mais enfin, c'est tout du chat GPT-like, plus ou moins performant. Et donc on va s'habituer finalement à dire finalement c'est notre ressource. Et c'est là que ça fait la différence. C'est là qu'il va falloir que l'État mette en avant ces startups. Alors il y aura plein de méthodes, ça peut être des concours, ça peut être des présentations, ça peut être des accompagnements marketing ciblés. Il va falloir qu'on mette en avant des solutions qui soient franco-européennes, parce que là par contre on tombe dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un risque qui est bien plus grand qu'utiliser un Excel ou un traitement de texte, qui est bien plus grand même que d'utiliser une fonction cloud traditionnelle. C'est celui finalement de se normaliser et de faire que l'économie de toute entreprise sera dans un format, j'allais dire, d'abord relativement transparent à des gens où on n'a pas forcément envie de tout dire, et puis et surtout qui empêchera de l'innovation. Donc voilà un peu les clés. Donc c'est à mon avis, si je peux me permettre, extrêmement utile et intéressant, et ça a vocation, je pense, à favoriser l'émergence de nouvelles technologies. Est-ce que l'angle de la prise de risque finalement pour l'acheteur de la grande entreprise ou même de l'État qui doit finalement décider ou valider le choix de son entreprise d'appuyer ses opérations sur une start-up qu'il peut juger fragile un peu financièrement, est-ce que ça c'est un sujet qui a été identifié et à votre avis comment il pourrait être potentiellement traité ? C'est un sujet qui est essentiel parce qu'effectivement, on engage l'entreprise sur ces notions de l'IA sur plusieurs années. Alors, il y aura deux solutions. Il y aura un Microsoft-like, c'est-à-dire que, vous savez, la Californie, c'est d'abord le cimetière des startups. Il faut pas l'oublier. Et pour un Microsoft, un Google, vous avez des dizaines de milliers de boîtes qui n'ont pas passé la 3e année. Donc, il y aura probablement, peut-être, j'espère que ce sera Mistral, il y en aura peut-être d'autres. J'espère pour eux, je veux dire, j'ai pas d'opinion. Mais à côté de ça, c'est vrai que moi, en tant que, si j'étais patron d'une grosse boîte, aller confier ma stratégie IA à 20 mecs, aussi géniaux soient-ils, parce qu'ils me disent on a la meilleure techno du monde, ça va m'inquiéter. Donc moi, je crois à la théorie, du grand frère, c'est-à-dire que l'association de l'innovation des structures très agiles avec des plus gros qui apportent de la crédibilité. Donc là, il faut travailler avec ce qu'on appelle désormais, je crois, les ESN. Donc une ESN qui dit tiens, je vais aller accompagner une boîte qui a une dynamique, mais j'apporte ma solidité et ma pérennité. Soit il va falloir travailler sur du build-up, c'est-à-dire que très très vite, comme moi je l'ai fait dans son temps en jeu vidéo, très très vite s'associer pour arriver à un poids de forme qui soit rassurant. Parce que l'argent dont les boîtes vont avoir besoin est très important pour développer tout ça. Et on va pas amener 50 millions à une boîte de 4 personnes. On n'est pas en Californie, ou on n'est pas d'ailleurs n'importe où, parce qu'en Californie, ils vous le donnent, mais ils vous prennent votre boîte en même temps. Ça veut dire que dans la réalité, moi, j'encourage beaucoup des startups que je rencontre. D'abord, je les remercie et je les applaudis pour ce qu'elles font. Mais ma deuxième phrase, c'est de dire, par contre, vous êtes trop petits. Et si vous devenez pas plus musclé, vous allez être fauché par la grande lame des GAFAM. Alors au début, ils me disent, mais non, notre techno, elle est meilleure. Ce n'est pas une techno-race. Ce n'est pas une question de technologie. C'est une question de boxer dans la bonne catégorie. Et vous pouvez être génial en poids coq. Si vous rencontrez Cassius Clay, il vous mettra un pain et il vous mettra par terre. Et donc, vous avez besoin de être génial en poids coq, mais très vite prendre du poids, ou en tout cas y aller à plusieurs coques. Et là, vous avez une chance de démonter Cassius Clay. Un devant, un derrière, un sur les côtés. Et là, c'est bon, vous l'achevez, quoi. Très bien. Merci pour cette réponse. Et ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Alors, le président de la République a annoncé qu'il y aurait un sommet de l'IA en février 2025. Qu'est-ce qu'on doit en attendre ? Alors écoutez, ça, je pense que c'est un élément assez fondamental qu'un président de la République prenne le temps de dire à la nation... levez le stylo, réfléchissez, l'IA c'est important, on va faire un sommet international.
Le dernier qui a fait ça dans le monde s'appelait Monsieur Obama. Ouais. Quand il a annoncé publiquement à tous les Américains, vous devez passer la seconde en termes de robotique. Et ce jour-là, il a déclenché vraiment dans beaucoup d'entreprises, des petites comme des grosses, une grande fierté d'abord de reconnaissance des boîtes qui parlaient et qui avaient l'air d'être un petit peu les vilains petits canards de la cour. Il faut se rappeler toujours que le vilain petit canard, il devient toujours le plus beau signe. Un grand signe. Toujours. Donc ça, c'est pour rassurer tous les mecs qui en bavent aujourd'hui et qui disent moi je galère. On peut être le vilain petit canard, mais si on a la bonne vision, on deviendra le signe. Et donc quand le président de la République dit j'organise un sommet international, il fait quelque chose suite donc à la commission IA qu'il avait organisée un peu avant. Il fait quelque chose d'important parce que c'est fondateur. Alors oui, il y a le côté décorum, on va recevoir les chefs d'État, on va se serrer la main, on va se dire c'est formidable IA, on va parler d'éthique, bon, tout ça c'est fait et je ne le néglige pas, c'est important, oui, mais on commence pas une technologie et on commence pas une révolution en disant je mets d'abord des règles. Donc oui, ça on va en parler, il faut le faire. Puis à côté de ça, il va y avoir des choses très concrètes. D'accord. Alors déjà, il va y avoir une journée qui va être consacrée au marché de l'IA. C'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, comment on rapproche les gens. C'est-à-dire qu'il y aura des offreurs de solutions et on va inviter des acheteurs potentiels à venir voir quelles sont ces solutions. Très concrètes. Ça sera une espèce de marché ouvert, un peu comme au Festival de Cannes, vous avez le Festival du film. Voilà. Et puis, à côté de ça, nous allons initier France 2030, un certain nombre de challenges, un certain nombre de défis qu'on va lancer aux développeurs, mais pas un défi dans lequel on va dire il y a un budget de 20 millions pour faire ça. On va dire écoutez, voilà, on a une problématique sociétale, l'IA peut-elle y répondre? Et si oui, allez-y, proposez-nous des solutions. Et puis là, on aura un concours, et puis il y aura un prix à la fin, etc. Je vous donne un exemple très précis, le fake news, qui nous pollue la vie, tout à fait, cette manipulation obscène de l'information. L'IA aujourd'hui saurait en temps réel, détecter une fake news, voire la valider, faire du fact-checking et quasiment presque afficher sur votre téléphone portable, attention, c'est un fake. Je ne sais pas comment on peut le faire, c'est pas mon sujet, mais lancer le défi à des gens qui réfléchissent à ça pour leur dire sortez-nous, comment l'IA peut nous identifier les fake news, ça me paraît important. De la même manière, il y a un truc intéressant sur tout ce qui sont les modèles scientifiques. Aujourd'hui, on dit l'IA, ça nous sert à chercher des nouvelles molécules. Blablabla. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut repérer des nouvelles étoiles, peut-être habitables? Est-ce qu'on peut repérer des choses dans la mer? J'en sais rien. Mais un défi IA et la science pour aller très loin. Et justement, l'idée, c'est pas de dire on applique les mêmes modèles en disant on prend des données, on les triture et regardez, c'est vachement bien. C'est de dire quelle est l'approche IA qu'on va avoir. Et là, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises. Je vous donne un dernier pour la route, c'est la gestion de crise. On a des crises en pagaille qui sont devant nous, qui sont des crises climatiques, démographiques, énergétiques. Est-ce que, avec l'IA, on a une manière de donner les outils à des décideurs, qui soient politiques, économiques, chefs d'entreprise, de pouvoir mieux gérer leur gestion de crise. Donc voilà, c'est le type d'opération qu'il va y avoir en février. Très intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner, quelles seront les réponses des acteurs qui vont se lancer dans ces défis. En tout cas, je vous remercie beaucoup Bruno Bonnel d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.